Bonjour les amis et bienvenue pour cette première vidéo sur Histoire de comprendre la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je voulais commencer par quelque chose qui me semble important avant de parler du conflit même. Je voulais vous parler de l'origine du conflit, que ça soit en Europe et en Asie. Donc aujourd'hui, nous allons voir les origines du conflit en Europe. Dans une prochaine partie ou dans une prochaine vidéo, nous verrons les origines du conflit en Asie. Pour commencer, nous allons parler du traité de Versailles. Alors qu'est-ce que le traité de Versailles de 1919 ? Nous sommes après la Première Guerre mondiale et l'Allemagne a perdu. Mais l'Allemagne, est tenue pour principal responsable. Au traité de Versailles, on a principalement le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les États-Unis, etc. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a le Japon aussi, parce qu'il faut savoir que le Japon était du côté allié pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, faut pas l'oublier. Et donc, du coup, le traité de Versailles de 1919 va imposer des conditions et surtout va imposer des demandes à l'Allemagne qui vont être insoutenable. Tout d'abord, on a la France qui, après avoir demandé et qui va reprendre l'Alsace et la Moselle, qui va l'imposer dans le traité, va aussi, puisque l'Alsace et la Moselle qu'on avait perdu à cause de Bismarck en 1870, donc après ça, elle va aussi imposer des indemnités de guerre énormes. Mais quand je vous dis énormes, c'est que c'est comme si aujourd'hui, on demandait à un pays, imaginons à nous, qu'on devrait verser 3 milliards d'euros sur 100 ans à l'Algérie pour des indemnités parce qu'on aurait fait des crimes de guerre, etc. Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la France considère que si le territoire est détruit, puisqu'il a quand même été détruit, il faut le savoir, et pour les pertes humaines, on va demander à l'Allemagne un énorme remboursement qui va totalement creuser la dette de l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne va payer juste pendant 3 ans, 4 ans et va arrêter de payer après. Ensuite, on a la SDN, donc la Société des Nations, ancêtre des Nations Unies, si on peut dire ça comme ça, qui va autoriser le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Japon, les États-Unis, et j'en passe, à récupérer les colonies des Allemands. Voilà. Mais surtout là où il y a le pétrole, puisque c'était ça le but de l'opération. Mais voilà, ils vont surtout ruiner, puisque faut savoir qu'à l'époque, c'était encore une richesse, le colonialisme. À partir du moment où un pays avait des colonies, il avait une richesse. Ça veut dire qu'il avait déjà un terrain plus grand, il avait un territoire plus grand, mais surtout, il avait du pétrole, il avait du coton, en Afrique, des cornes d'ivoire, tous ces types de choses qu'on ne trouve pas en Europe, mais que, du coup, l'Allemagne avait avec ses colonies, vous voyez. Comme aussi, par exemple, l'Allemagne, ou comme la France, avait des soldats de réserve dans ces pays-là, qu'ils ont d'ailleurs envoyés pendant la Première Guerre mondiale. C'est à noter aussi. Et là, du coup, l'Allemagne perd tout ça, puisqu'on retire des colonies, au profit du Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Japon et les États-Unis. Donc c'est un coup en plus, on va dire, dans le foie des Allemands. Donc à partir de là, je vous ai pas tout dit parce qu'après dans le traité de Versailles, il faut savoir qu'aussi on va interdire aux Allemands d'avoir une armée de plus de 100 000 ou 200 000 hommes. On va interdire aux Allemands d'armer le Rhin, en fait, la Rhénanie, etc. Le Rhin, c'est tout un truc en fait. Si vous voulez voir le traité de Versailles, parce que mon but n'est pas de vous parler de tout, parce que sinon j'aurais jamais le temps. Si vous voulez voir tout le traité de Versailles, je vous mets un lien dans la description avec tout le traité. Donc ensuite vient la crise de 29, puisque faut savoir qu'en plus d'indemnité de guerre, la crise de 29, qui est une crise financière, je rappelle, une crise qui vient des États-Unis, la crise de 29 va toucher toutes les économies du monde, il faut le dire. Principalement les États-Unis et l'Europe. Voilà, entre guillemets, pour nous, c'est un peu ça le délire. L'Allemagne va être touchée beaucoup plus que les autres. Elle n'a plus d'économie. Elle n'a plus assez pour faire tourner les industries. Donc forcément, ça entraîne du chômage, bien sûr, et une récession. Et le rapatriement des importants investissements américains en Allemagne, ça plonge complètement l'économie dans une grave crise. Pour expliquer un peu ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, des entrepreneurs américains qui étaient en Allemagne vont revenir et vont lâcher tout investissement. Ce qui va entraîner le fait que les usines vont fermer, puisqu'il n'y a plus personne pour investir, et l'économie allemande va plonger, mais d'une force, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut vous dire que dans la rue, à cette époque, on mangeait ce qu'on trouvait. C'est-à-dire c'était une famine. Il y avait une famine en Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, il y avait vraiment une famine. C'est-à-dire que quand on trouvait un bout de viande par terre, c'était la fête. On tuait les chevaux pour manger. Il y avait du cannibalisme en Allemagne.
il y avait des sortes de soupes populaires. Il faut vraiment vous remettre ça dans la tête. Il y avait pareil aux États-Unis, mais il faut vous dire qu'à cause des conditions du traité de Versailles, en Allemagne, c'était beaucoup plus fort en fait. 2 fois plus fort. Et c'est pour ça, on va y revenir, mais à partir du moment où Hitler va arriver avec ses idées, forcément, les gens vont avoir une plus grande facilité à adhérer. Parce qu'Hitler va jouer sur une haine de l'occidentalisme et surtout sur une haine des gagnants. Si vous étiez en 1929, en 1930, etc., même un peu avant du coup, vous auriez vu des caricatures d'Européens, etc., où on disait que les Français c'était Satan, que les Français c'était le diable, que nous, tous leurs soucis, quoi. On était tous leurs soucis avec l'Angleterre, etc. Que les États-Unis c'était les grands, pareil, c'était les grands satans, etc. Vous auriez vu des caricatures d'un Français, d'un soldat français qui encule littéralement, mais vraiment qui encule un Allemand. Voilà. Mais voilà, cette image-là qui vraiment montrait qu'en fait, voilà, le peuple allemand se sentait floué. Ensuite, il faut savoir que dans toute l'Europe, hein, il y avait la montée, avant Hitler, des dictatures, des régimes totalitaires. Ça commençait à monter, que ce soit au Japon, et par exemple que ce soit en Italie. Il faut savoir qu'en Italie, depuis 1922, le royaume d'Italie, puisqu'on l'appelle comme ça, était aux mains du parti fasciste, bien sûr dirigé par Benito Mussolini. Je pense que je ferai une vidéo à part pour expliquer un peu l'histoire de l'Italie, puisque c'est aussi intéressant. Mais voilà, Benito Mussolini, c'est à prendre le pouvoir sans violence, entre guillemets, mais après, c'était une violence insoutenable. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que à partir du moment où Mussolini a pris le pouvoir, si vous étiez opposant politique, vous étiez lynché. Il y avait une milice, hein, on envoyait taper littéralement du communiste, du gaucho, mais quand je vous dis taper, c'est tuer, c'est-à-dire que la plupart du temps, il revenait, il y avait tout un village qui était mort, hein, clairement. Et ça se passait beaucoup en campagne, ça. Mais par exemple, vous avez des députés qui s'opposaient à Benito Mussolini, le lendemain, il disparaissait, pour vous donner un peu une ordre d'idée du régime. Donc, Benito Mussolini, qui est vraiment... Il est encore plus mégalo qu'Adolf Hitler, d'un côté, parce que lui, il a le culte de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il veut absolument ressembler à Jules César. Il veut absolument ressembler à l'Empire romain, et etc. Donc il va refaire par exemple toute la ville de Rome, il va construire plein de choses rappelant cet Empire romain, un grand boulevard par exemple, des colonnes de lui à la grecque, à la romaine, hein, tout simplement. Et il va aussi vouloir conquérir des territoires comme Jules César. Du coup, il avait une très bonne flotte pour l'époque, faut le savoir. Donc il a décidé d'envahir l'Éthiopie. Voilà, vous allez me dire, mais pourquoi il envahit l'Éthiopie ? Mais c'est important, puisque c'est le premier acte de guerre d'un régime totalitaire en Europe. Hein. C'est l'Italie qui envahit l'Éthiopie et qui pour s'emparer des richesses de l'Afrique. Vous voyez ? C'est que du coup, ça l'isole totalement de l'Europe, puisque l'Europe commence à se dire, l'Italie va se retirer de la Société des Nations, hein, va se rapprocher de l'Allemagne nazie et plus tard devenir un allié important. En 1939, juste pour vous situer, l'Italie envahit l'Albanie. Mais Benito Mussolini, c'est quelqu'un qui a inspiré Hitler. C'est-à-dire qu'Hitler, avant d'être ce qu'il est devenu, était complètement subjugué par Benito Mussolini. Hein. Pour lui, c'était un dieu. C'était un mec qui avait tout compris. Il adorait sa façon de parler, puisque Benito Mussolini, il faut regarder ses discours. Pour finir là-dessus, il faut savoir que Benito Mussolini, et surtout l'armée italienne, a commis des atrocités, mais absolument horribles en Éthiopie. Les Éthiopiens ont été massacrés. On peut parler de génocide. Hein. À ce stade-là, on peut parler de génocide. L'armée éthiopienne, qui était voilà, des branches et des cailloux, a été rasée. Mais quand je vous dis rasée, elle est rasée, quoi. Tu vois ? C'était totalement affreux. À côté de cette montée du fascisme italien et des massacres qu'il commet en Éthiopie, donc maintenant on en vient à Hitler. Aussi la montée du coup du NSDAP. Après son putsch, donc je vous passe un peu les détails du putsch qu'il a fait à Munich, en Bavière. Après son putsch, il va être emprisonné, il faut le savoir. Et à sa sortie de prison, et après avoir écrit Mein Kampf, Hitler doit reprendre en main son parti, et va reprendre en main son parti, qui est miné par les rivalités internes. Lors d'une réunion à Bamberg, le 14 février 26, Hitler réussit cependant à restaurer son autorité. Il vient user bien sûr de son charisme, évidemment, et les autres vont dire que c'est la seule personne qui peut être la figure du parti. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est important ce que je viens de vous dire, c'est à partir de ce moment-là que va s'élaborer le mythe du Führer.
le guide, le Führer. Donc qui est vraiment dans une idée de guide, de leader, mais surtout de guide religieux, un peu, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment la personne qui va nous emmener là où on doit aller, on va le suivre aveuglément, c'est ça que ça veut dire. L'usage du salut hitlérien, c'est l'application du principe du chef, qui consiste en un respect absolu. On va complètement oublier tout le reste et on va dire Hitler, c'est le Führer, point barre. Il va s'instaurer une hiérarchie, donc ça va être vraiment le régime hiérarchique avec des stades de hiérarchie très très élevés. Et ça veut dire que tout en haut on a le Führer et tout en bas on a le simple citoyen. Parce qu'après encore en bas, les juifs, les tziganes, les frais, c'est une histoire de race pour lui. En dépit de ce renforcement du NSDAP, le NSDAP, du coup, le parti nazi, subit de plein fouet le contre-coup de la stabilisation économique. Donc il va aussi subir les problèmes sociaux de la République de Weimar, autant que les autres citoyens. Et malgré les 100 000 adhérents et sa solide organisation bureaucratique, le parti nazi va obtenir seulement 12 sièges de députés aux élections législatives de 28. Donc c'est pas encore ce qu'on connaît, la montée fulgurante. Après donc quelques péripéties, parce que j'aimerais faire un épisode spécial d'Adolf Hitler, nous arrivons aux élections de 1930, où les nazis vont envoyer 107 députés au Reichstag, ce qui est énorme. En juin 32, ils seront 230, donc on a doublé, voire plus, le nombre de députés. Et à l'élection présidentielle de 32, Hitler met le maréchal Édimbourg en ballottage. C'est le héros de la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets, et c'est celui qui était au pouvoir. En dépit de ses succès, la majorité absolue est cependant loin d'être atteinte par le parti nazi. Parce qu'on dit souvent il est arrivé au pouvoir très vite. Non, c'est faux. Même en 32, la majorité absolue est loin d'être atteinte pour le parti nazi et donc pour Hitler. Mais ce qui va se passer, et ce qui est très important, c'est que Hitler, en fait, après va se faire passer pour un peu un faible, entre guillemets, et Hindenburg va accepter que Hitler participe au gouvernement. L'objectif de Hindenburg et surtout de von Papen, Franz von Papen, qui était un proche d'Hindenburg, était de ligoter Hitler. Était de dire, Hitler, on va le prendre pour ses voix. Donc en gros, il voulait récupérer la force de son parti, mais le 30 janvier 1933, ce qui est drôle, le président Hindenburg, il va le nommer à la chancellerie du Reich. Donc pour vous donner une idée, on va le nommer en gros Premier ministre, si j'essaye de caricaturer. Donc il va être à la tête d'un gouvernement qui ne comprend que deux nazis, Göring et Frick. Une fois au pouvoir, Hitler va tout changer. Il va déjouer tous les plans des conservateurs qui voulaient le contrôler et va instaurer un régime dictatorial sur sa personne. Il va tout ramener à lui. Le 4 février, sous prétexte de lutter contre les menaces communistes, puisqu'il a simulé des attentats communistes en disant du coup que c'était communiste, sous prétexte de protéger la nation, obtenir de Hindenburg qui est en train de mourir, la promulgation d'une ordonnance autorisait l'État à interdire toutes les réunions et les publications. Donc en gros, à interdire toutes les manifestations si vous préférez. Ensuite de ça, on a bien sûr la création des SS aussi, qui va être les SA mais en mieux, si on peut dire ça comme ça. Göring qui va diriger la police, donc Göring, voilà, un affreux personnage, on en parlera aussi après, va en fait multiplier les arrestations, va multiplier les tabassages de communistes, clairement, de démocrates, etc., etc. À partir du moment où, même à cette époque, vous commencez à être contre, c'est la fin pour vous. Ça commence à être chaud du cul, tu vois. Le 27 février, on a l'incendie du Reichstag qui, d'après Hitler, va être dû aux communistes. Donc forcément, ça lui donne une excuse de plus pour dire, les gars, j'ai besoin de tous les pouvoirs pour protéger l'État. Donc il va instaurer l'état d'urgence, pas le même qu'aujourd'hui, je vous rassure, sinon ça serait grave qu'on ait le même état d'urgence que l'Allemagne entre le 27 février, en 1933. Donc l'état d'urgence va donner tous les pouvoirs au gouvernement, et la répression extrêmement violente, il faut pas se cacher. Et il y a déjà des voix qui s'élèvent. Donc on va essayer d'avancer vite. Donc après, au Reichstag, le 23 mars 1933, il fait voter une loi, entre guillemets. Il va voter la loi d'autorisation, qui va lui assurer les pleins pouvoirs pour 4 ans, normalement, et légalise la dictature. Ça veut dire que dans vos têtes, il faut vous dire que en gros, on a dit à Hitler, et on a fait voter une loi disant,
mon gars, tu as les pleins pouvoirs pendant 4 ans. La dictature est autorisée pendant 4 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a autorisé démocratiquement la dictature sous l'excuse de l'état d'urgence et sous l'excuse de protéger le pays. Voilà, faut se remettre dans l'époque, hein. Il faut se remettre sur le fait qu'il y avait 300 députés qui avaient un siège, donc forcément un quart du Reichstag était à eux, donc forcément les menaces ça allait vite. On disait tu votes pas pour nous, on te pète la gueule littéralement. Donc après tout ça, je rentre pas dans les détails. À partir du moment où Hitler va avoir les pleins pouvoirs, ça va être totalement la merde, si je résume ça comme ça. Après là, je voulais juste vous parler de la montée politiquement avant la Seconde Guerre mondiale, Hitler. Donc après ça, bien sûr, on a en 36, puisqu'on était en 33, 34, hein, en 36, on a, on va dire, un avant-goût de la Seconde Guerre mondiale, puisque la plupart des futurs belligérants, hein, la plupart donc qui vont être impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, donc la France, la Belgique, etc., l'Allemagne, du coup l'Italie, etc., vont s'affronter dans le cadre de la guerre d'Espagne. Dans le camp franquiste, donc dans le camp de Franco, interviennent beaucoup de divisions, comme je l'ai dit, italiennes, les chemisements, mais aussi du coup beaucoup d'avions allemands, l'aviation allemande, les Condors. Il y a la Luftwaffe, si vous préférez, la Luftwaffe, le début de l'aviation. Tout ça était un simple test pour les Allemands, en fait. Ils voulaient juste tester leurs armes avant de... Pour eux, c'était un jeu, tout simplement, ce qui est horrible, hein. Guernica, tout ça, c'était pas un jeu, c'était un génocide. Les républicains, eux, donc ceux qui sont contre Franco, vont bénéficier du soutien de l'URSS et des brigades internationales, hein. Du coup, c'est ce que je vous parlais, les volontaires, ils vont venir de toute l'Europe. Beaucoup de France, mais de toute l'Europe. Même des Allemands, des gens qui sont allemands, mais qui ne pensent pas comme Hitler, vont combattre dans les brigades internationales. Bon, je vous en parlerai, un régiment du Pays Basque, qui est un régiment qui allait combattre Franco et qui a combattu tout au long de la Deuxième Guerre mondiale le nazi. Et dans une moindre mesure et de façon directe, on a la France. Voilà, la France qui va, avec l'ouverture périodique de ses frontières au matériel russe, va aider les rebelles, puisque en fait, l'URSS fait transiter par la France, puisque c'est le moyen le plus direct par la terre, puisqu'il faut savoir que la Méditerranée était contrôlée par les sous-marins et les bateaux de Mussolini, qui était pour l'instant une des premières puissances navales européennes en Méditerranée. Et puis, suite à la guerre d'Espagne, Hitler va commencer en fait à vouloir rapprocher ce qu'il appelle les peuples germaniques. Donc il va commencer en annexant l'Autriche en mars 38, on va dire pacifiquement, puisque l'Autriche va littéralement juste dire « Ok, venez les gars, hein. » L'Europe ne fait rien, c'est-à-dire que le problème de l'Europe et de la Société des Nations, c'est que de A à Z, ils vont jamais arrêter Hitler. Ils vont faire semblant qu'on a signé des traités, etc. Mais Hitler s'en fout, hein, littéralement. Ce qu'il aurait fallu faire, moi je vous donne mon avis, il fallait éliminer la tête dès le début, voyez, hein. Mais du coup, ça pose le problème de la démocratie. À quel moment la démocratie s'arrête et à quel moment, par exemple, on peut dire que le Front National en France devient trop Front National. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que interdire un parti, c'est pas démocratique. Interdire un parti qui prône la haine, l'antisémitisme et la violence, c'est démocratique. Puisqu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc, parenthèse fermée, on était à l'annexion de l'Autriche. Ensuite, ils vont revendiquer ce qu'on va appeler les terres de l'ouest de la Tchécoslovaquie, les Sudètes, et peuplées majoritairement d'Allemands. L'annexion des Sudètes va être autorisée. C'est ça qui est drôle. Parce qu'à Munich, en 1938, lors d'une conférence, donc avec François-Édouard Daladier, et à côté de ça, je crois que c'est le Premier ministre d'ailleurs, britannique Neville Chamberlain, vont dire à Hitler, écoute, on te passe les Sudètes, mais après, t'arrêtes ta merde, quoi, tu vois. Il voulait dire, c'est la dernière revendication. Bien sûr que le Troisième Reich s'en bat les couilles. Il y a une image très célèbre, une vidéo. Il y a en fait Chamberlain qui rentre en Angleterre avec un papier disant « La paix est sauvée, la paix est sauvée », un mois après, c'est la guerre. C'est très drôle, hein. Mais avant l'invasion de la Pologne, puisque c'est ça son objectif après, il va se dire, il va aller voir en secret l'URSS et Staline, ils vont convenir d'un accord. À partir du moment où Hitler envahit la Pologne, la moitié, on va dire proche, la moitié Pologne proche de l'URSS, va revenir à Staline. Donc,
Staline, qui était quand même... Enfin, Hitler, qui était quand même pas du tout pote avec Staline, va intelligemment faire un traité avec Staline pour avoir la moitié de la Pologne. Et du coup, Staline, lui, va se dire, bah, il est pas si méchant que ça, quoi. Enfin, on a les mêmes idées, en gros. Et va ne jamais se douter que Hitler l'attaquera. Et jusqu'au moment où on lui dira, Hitler a déclaré la guerre et Hitler est rentré en territoire russe, Staline va jamais le croire. Staline va tomber des nues, puisqu'il ne pensait pas du tout que Hitler ferait ça. Ensuite, nous avons l'histoire du couloir de Danzig. Le couloir du Danzig appartenait à la Pologne, mais il était stratégiquement important pour le Reich, car il séparait le Reich de la Prusse orientale, sauf que l'Allemagne avait été destituée de ce couloir après le traité de Versailles. Ce territoire fut l'un des principales revendications territoriales d'Hitler. Mais cette fois-ci, contrairement au territoire des Sudètes, aucune négociation ne fut engagée avec les nazis, et le couloir de Danzig resta polonais, ce qui était pour Hitler un affront impardonnable, et l'un des arguments pour envahir la Pologne. Et quand t'as la Pologne, Hitler va lui envoyer des demandes de reddition. Il va expliquer, il va envoyer des messages, des faux messages, puisque son but était quand même de la prendre, de paix, c'est-à-dire qu'il va leur dire, nous, on veut le territoire, on vous laisse tant de temps pour vous prononcer. Il va le faire plusieurs fois, ça. Et les Polonais, et je pense qu'il faut souligner que ces putains de Polonais ont des putains de couilles, parce que les Polonais vont tenir tête à Hitler, alors que Hitler, c'était à l'époque la première armée européenne, voire du monde, et elle va rejeter toutes les revendications allemandes sur le corridor et toutes les revendications sur son territoire. Donc là, Hitler, il pète un câble. 1er septembre 1939, bim, bim, sans déclaration de guerre, il rentre en Pologne. La Deuxième Guerre mondiale commence, entre guillemets, officiellement, puisque l'invasion de la Pologne va engendrer le jeu des alliances, puisque les Polonais sont alliés aux Français et aux Anglais. Donc Français et Anglais vont rentrer en guerre contre du coup l'Allemagne. L'Italie, qui était alliée à l'Allemagne, va rentrer en guerre contre les Français et les Anglais. C'est le jeu des alliances. Le Japon va pareil, puisqu'il est allié aux Allemands, va rentrer en guerre contre les Français et les Anglais. L'URSS va venir se greffer à tout ça plus tard, pas encore, mais plus tard, et rejoindra du coup les forces alliées. Nous avons le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc j'ai essayé d'être clair, je sais que j'ai pas tout dit, j'ai essayé d'aborder des grands points, désolé si j'étais un peu troublé, c'est la première vidéo, j'ai essayé de faire court, ce qui est pas facile, je vous jure. Dans la prochaine vidéo, on va sûrement parler des origines du conflit en Asie, ou alors on va parler surtout, moi une vidéo qui va me plaire entre guillemets à faire, les origines du mal d'Hitler, d'où vient Hitler, son enfance, etc., etc. Vous allez voir, les vidéos vont être voilà, j'espère de plus en plus travaillées. Merci à vous, on est déjà plus de 25 presque à s'être abonnés à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, merci à vous de m'avoir écouté. Et surtout n'oubliez pas, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Merci, allez ciao, bye.